On démarre? Allez, tout le monde n'est pas encore arrivé. Et voilà, c'est juste pour vous dire bienvenue chez nous, chez Swift. Bienvenue à tous. J'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. D'habitude, je fais toujours des petites infos sur les news côté corporate. Je prendrai plus le temps en juillet pour le prochain événement qui aura lieu en juillet, où on va aussi beaucoup parler de compliance avec notre offre de sanctions screening, aussi bien pour les banques que pour les corporates. Et on aura un intervenant, Nicolas Stukens de chez nous, qui va pouvoir vous expliquer tout ça. Donc bonne session sur le rapprochement, la réconciliation, et je vous dis au mois de juillet. Voilà. Merci Arnaud. À toi Hervé. Merci Arnaud. Donc bienvenue pour cette session sur la réconciliation. La réconciliation, c'est l'œuvre des gens qui ne s'entendaient plus très bien et qui ont décidé de finalement de nouveau bien s'entendre. Donc c'est la banque et le client, exactement, c'est le 512 et le 512. Ça c'est la réconciliation. Donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Qui était à Univers SwiftNet cette année, c'était quand? Le 17 mars, le 18 mars, je sais plus. 17 mars? C'était pas là? Non, j'étais au ski. C'était au ski. C'était bien le ski? Oui. Ouais, Univers SwiftNet aussi. Donc c'était le 17 mars, voilà. Donc à Univers SwiftNet, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Eh bien, il y a eu pas mal de monde, et essentiellement beaucoup de jeunes. Vous avez remarqué, on a fait une pub cette année. Vous n'avez pas remarqué pour ceux qui étaient? On a fait une pub pour le master trésorerie de la Sorbonne. C'est pour ça que tu n'es pas venu en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, parce qu'on avait centré un peu nos débats sur les problématiques de centralisation de paiement. Et l'une des questions qui se posait dans cette session sur la centralisation de paiement, c'était, une fois qu'on aura tout centralisé, restera-t-il une place pour les jeunes trésoriers, pour le trésorier de filiale, pour les jeunes cash managers, ou bien est-ce que tous ces gens-là auront été remplacés par des robots? La conclusion de cette table ronde était bonne nouvelle. Et les gens qui ont essayé de remplacer les jeunes par des robots, finalement, ont décidé de réouvrir des postes de trésorier en filiale et sur le terrain pour que la culture cash reste présente. Et l'une des questions phares de cette session était de dire centraliser c'est possible, mais plus on centralise, plus on a de volume, plus les questions de réconciliation deviennent cruciales et phares. Effectivement, on peut se permettre d'avoir quelques petits problèmes de réconciliation quand on n'a pas beaucoup de volume. En revanche, dès que les volumes augmentent, on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup de problèmes de réconciliation. Voilà donc pourquoi nous avons choisi dans la continuité d'Univers SwiftNet de, cette fois-ci, parler de ces problématiques de réconciliation. Arnaud vous l'a dit, au mois de juillet, on fera une deuxième couche de l'autre session, de la deuxième grande session, disons, de l'Univers SwiftNet cette année, qui était autour des problématiques de conformité, compliance en anglais. Sachant que peut-être certains d'entre vous ont reçu une lettre de leur banquier leur disant qu'à partir, pour une banque parmi d'autres, c'était le 1er avril de cette année, pour pouvoir faire un paiement aux États-Unis, il faudrait donner le nom du bénéficiaire in extenso, son adresse complète, et pas uniquement en évitant les PO Box et je ne sais plus quoi, voilà. Donc ça, il y a des raisons. Les banques vous le demandent non pas parce qu'elles ont envie de contrôler les adresses et qu'elles ont passé un deal avec les pages jaunes, mais parce qu'elles en ont besoin pour pouvoir transmettre le paiement à la banque du bénéficiaire aux États-Unis. Donc tout ça, c'est autour de recommandations du GAFI, la recommandation spéciale numéro 16. Et donc on orientera vraiment notre session au mois de juillet sur cette problématique de quel est le contenu de la recommandation, comment ça se transcrit dans le droit européen, et ça se transcrit dans le droit européen, et comment ça va se transcrire même dans les paiements. Donc, par exemple, dans la release de novembre du MT 101, que peut-être d'entre vous, certains utilisent encore, dans la release de novembre du MT 101, pour indiquer le nom et l'adresse du bénéficiaire, ou indiquer qui est le bénéficiaire. En fait, on aura une zone et une manière structurée d'inscrire les noms et les adresses. Voilà.
Donc c'est des choses qui viennent quand même et qui intéressent les entreprises. Donc on fera ça, on fera quelque chose de centré là-dessus au mois de juillet. Et c'est le 2 juillet. Je crois que c'est le 2 juillet. C'est ça? Oui, Arnaud confirme, c'est bien le 2 juillet. Voilà pour le programme des semaines à venir. Donc la réconciliation, c'est un sujet important, mais il n'y a pas que la réconciliation dans la vie. Il y a aussi quelques petites briques du CEPA qui ne sont pas tout à fait achevées, qui ne sont pas tout à fait terminées, ou bien des choses qui bougent. Et donc nous avons décidé de vous laisser le libre choix du sujet par lequel vous vouliez commencer. Est-ce que vous voulez commencer par la réconciliation, ou est-ce que vous voulez qu'on commence par 2-3 petites questions qui nous intéressent autour du CEPA? La migration donc, des types et les télérèglements, juste pour peut-être pour faire un point, voilà, savoir où on en est précisément. Il y a eu quelques petites histoires, donc voilà, je sais pas ce qu'on en est. Et puis, au-delà du CEPA, quelles sont les réflexions du moment autour d'un sujet qui agite les instances européennes sur ce qu'on appelle les paiements instantanés. A-t-on besoin de faire des paiements instantanés? Et si oui, comment? Et voilà. C'est ça, hein, Sophie? Comment on n'y est pas encore? Comment on n'y est pas encore? On y réfléchit. Voilà. Donc on a dit ça. Et puis donc toujours dans le CEPA, voilà. Pour ceux qui s'intéressent aux pays latins qui se trouvent au sud de la France, donc l'Italie et l'Espagne avaient décidé d'opter pour la dérogation sur les formats. Ce qui veut dire que dans la relation banque-entreprise, en fait, les gens n'utilisaient pas encore le format ISO 20022. L'obligation arrive donc 1er février 2016, ça veut dire bientôt. Et donc voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous constatez que les banques italiennes et espagnoles, ça y est, cette fois-ci sont prêtes, ou bien est-ce que vous êtes toujours précurseurs? C'est une question autour de ça. Voilà, donc comme toujours, vous pouvez choisir et vous appuyez sur la case que vous souhaitez et nous répondons. Coralie, on appuie sur quoi là? La réconciliation bancaire. La réconciliation bancaire. Alors j'appuie sur la réconciliation bancaire. J'appuie sur la réconciliation ou je passe d'abord sur mon questionnaire? Oui, peut-être l'idée c'est de passer d'abord sur le petit questionnaire. Oui. Alors, parce que voilà, on a fait une enquête. Parce qu'avant de parler de la réconciliation, il faut d'abord faire une enquête. Alors certains d'entre vous ont peut-être répondu, c'est une enquête que nous avons fait en février, juste avant Universo.net. Et la question qui nous intéressait était de savoir si, dans le cadre de la migration CEPA, certains d'entre vous, tous ou peu, aviez fait autre chose que de changer un format CFONB 160 au format ISO 20022. Et donc, est-ce que finalement on a tiré vraiment profit du CEPA? Donc la première question que nous avions posée, c'était comment finalement continuez-vous à communiquer l'information? Donc là, c'est dans le cas où vous émettez des règlements, et donc comment vous communiquez l'information avec ces règlements, l'information concernant ces règlements. Quelles sont les factures, moins les avoirs, plus les règlements partiels, etc. Donc on avait proposé plusieurs réponses. Soit je fais un fichier structuré type EDI qui va être intégré directement chez le bénéficiaire, qui fait ça. Deuxième solution, on vous fait un petit fichier structuré type CSV et on vous l'envoie par email. Donc c'est pas intégré automatiquement, mais ça vous permet déjà d'avoir toute la liste. Troisième solution, on vous envoie un email de type PDF. Quatrième solution, on vous envoie un courrier postal. Donc ça, je remercie tous mes clients qui m'envoient des courriers par la poste. Et je les remercie au nom de la poste. Moi, j'aimerais autant recevoir quelque chose par email. Mais bon, enfin, je reçois encore beaucoup de courriers. Et puis, je n'envoie rien d'autre que mes 140 caractères. Et je m'aperçois que finalement, ça marche pas mal. Alors, on va juste faire un petit sondage, ici en live. Qui d'entre vous fait rien que ça? Et ça m'intéresse. Françoise Villalta. Je vous présente Françoise. Françoise travaille à l'URSSAF. Et donc nous sommes tous amis de Françoise.
Pas vraiment, mais pas Si. Voilà. Donc, une première bonne réponse. Qui n'a rien fait d'autre et continue à n'envoyer que des courriers postaux? François. Personne. Qui envoie des courriers postaux? Ah non, on fait les deux, nous. Ah, On fait les deux, on envoie le courrier, on est obligé. par email, non? Non, non, par courrier. Par courrier. Qui envoie des courriers postaux et fait autre chose un peu en même temps? Ah oui, beaucoup là quand même. Qui envoie des emails? Ouais. Qui envoie des fichiers structurés, l'un ou l'autre, peu importe. Avec certains fournisseurs bien particuliers, pour des grosses relations, IBM. On a une relation EDI avec nos fournisseurs référencés, donc qui n'est pas gérée par la trésorerie et qui est en parallèle de la chaîne de paiement. Donc la chaîne de paiement référence uniquement l'indicatif dans l'intranet fournisseur. Donc la chaîne de paiement donne la référence qui a été mise dans le fichier lui est envoyé en EDI directement au fournisseur référencé. Et ça c'est vrai pour tous les fournisseurs référencés qui savent recevoir de l'EDI. Très bien. On va voir si vous êtes assez représentatif des gens qui avaient répondu à la question. On peut le dire. On peut dire que vous êtes assez représentatif, puisque Françoise, à elle seule, doit émettre à peu près 74% des virements. Non, c'est les pièces. Des caisses. D'accord? Voilà. Donc on s'aperçoit que parmi les gens qui ont répondu quand même, beaucoup ne faisaient rien d'autre que d'envoyer le libellé. Alors on pouvait penser que bah, tant mieux, ça veut dire que le libellé était bien rempli. Mais c'est pas toujours le cas. Donc on a posé une deuxième question. La deuxième question c'est: est-ce que vous avez modifié le contenu du libellé? Comme avant il faisait 31 caractères et que vous nous dites que vous faites que ça, est-ce que vous êtes passé de 31 à 140 ou est-ce que vous avez laissé 31? C'est un peu pernicieux, mais enfin, c'était quand même l'idée de la question. Réponse. Non, globalement. Ah. Donc vous aviez 31 caractères, donc vous ne continuez d'envoyer que 31 caractères. Donc a priori, vous n'avez pas dû améliorer vous n'avez pas dû améliorer la vie de votre bénéficiaire. Question suivante. Est-ce que vous avez constaté un changement dans les problématiques de réconciliation chez vos bénéficiaires? Est-ce qu'ils vous appellent plus? Est-ce qu'ils vous appellent moins? Est-ce que voilà. La réponse. Je n'en sais rien. Nous n'avons constaté aucun changement notable. Donc si on a les deux, je n'en sais rien, ça veut dire que je ne m'en occupe pas. C'est la compta et je ne suis pas au courant. Mais a priori, on ne m'a rien dit, donc ça n'a pas dû changer. Voilà. Donc 87%. Et 6% pour deux réponses. Les bénéficiaires appellent plutôt moins et les bénéficiaires appellent plutôt plus. Donc comme les deux sont équilibrés, ce que l'on constate, c'est que globalement, on n'a rien fait. On a posé la même question, la même série de questions dans l'autre sens. Donc là, c'est encaissement. Donc, qu'est-ce que vous utilisez pour faire vos encaissements? Hop, la réponse. Eh bien, globalement, j'utilise ce qu'on m'envoie. Ok, très bien. Question suivante. Est-ce que vous avez modifié le programme de lecture? Alors oui, et dans certains cas, ça fait quand même 20%, ça ne fait que 20%, mais il y en a quand même certains qui se sont posés la question pour essayer d'améliorer quand même leur rapprochement. Et si on passe à la question, est-ce que vous avez constaté un changement? Eh bien là, la réponse est assez simple. Il n'y a pas de changement, ou je n'en sais rien, pour 55 plus 27, 82. Et globalement, la comptabilité client réconcilie plus difficilement, 11%. C'est quand même assez étonnant, parce que c'est évidemment l'inverse de l'effet attendu. Et, ou alors 7% seulement pour lesquels la comptabilité client réconcilie plus facilement. Il y a une petite conclusion. Et bien la conclusion, c'est assez simple, c'est que visiblement,
parmi les gens qui ont bien voulu répondre à notre enquête, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dedans, mais en gros, le sujet de la migration CEPA a été changeons de format de fichier, le sujet n'a pas été améliorons nos processus. C'est ce que vous avez, enfin, vous avez constaté ça aussi. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de voir si on peut aller un petit peu plus loin, et donc de répondre à la question de Coralie, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la réconciliation? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce sondage, on peut voir que votre migration CEPA s'est faite d'abord à isofonctionnalité. Donc vous avez songé à vous assurer de migrer de manière robuste et de veiller à ce que vos process actuels de réconciliation soient préservés. Vous n'êtes, quand je dis vous, c'est les corporels globalement, vous n'êtes pas peut-être allé encore plus loin pour essayer de voir tout ce que l'on pouvait tirer de ces nouvelles balises liées au XML, au CEPA. Et je dirais, bon, c'est peut-être un peu facile ce que je vais dire, mais ce que le CEPA a permis, a contribué à accroître le taux de STP, donc de Straight-Through Processing, donc les paiements sans intervention humaine, surtout pour le cross-border CEPA. Mais par contre, si on peut dire le STR, le Straight-Through Reconciliation, je pense qu'il y a encore une deuxième étape, d'autres projets à mettre en œuvre en ce sens. Donc, bon, ça c'est un slide tout à fait introductif sur les enjeux de la réconciliation au niveau de l'entreprise. Bon, je dirais que vous, trésorier, vous êtes quand même très en amont avec le banquier, donc en ce qui concerne le choix des supports de réconciliation, la négociation de ces supports, et puis de faire en sorte que ces outils de réconciliation soient le plus utile possible pour les différents intervenants dans la chaîne, donc les comptables et puis les opérationnels ensuite, direction des achats, direction commerciale, sachant que l'objectif c'est que ça tombe juste et qu'on arrive à une réconciliation quasi totale de toutes les écritures. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revoir les différents supports de reporting qui existent, puisque les instruments de reporting, c'est quand même ce qui est à la base, ce que vous allez, vos équipes vont utiliser pour la réconciliation. Ensuite, on verra dans le monde, alors dans le petit monde idéal du CEPA, comment tout cela s'orchestre. Et puis on fera un focus avec Hervé sur les différentes balises, en fait les différentes données qui nous paraissent clés pour la réconciliation. Donc, si on démarre un process de paiement, donc on va prendre un SCT. Donc, vous émettez un PAIN 001, donc un SCT. La première étape, donc là vous êtes le DO. Ensuite, vous pouvez être également le bénéficiaire, puisque la réconciliation, ça concerne, on va dire, souvent plus le bénéficiaire que le donneur d'ordre. Donc le donneur d'ordre émet un paiement, un flux de paiement. Et le premier support de reporting, ça va être le PSR. Donc le PSR qui se situe, donc qui est émis par la banque et qui va tracer toutes les transactions qui n'ont pas pu être traitées par la banque. Donc supposez que dans votre fichier SCT, vous envoyez à la banque des transactions en dollars, ben, ça ne va pas passer et ça va être retourné. Donc vous allez être alerté quasi automatiquement. Donc l'intérêt du PSR, même si ce n'est pas à proprement parler un support de réconciliation bancaire, c'est un outil très utile qui va vous permettre de réagir immédiatement et de réenvoyer donc les opérations corrigées. En pratique, nous ce qu'on constate au côté banque, c'est que le PSR, qui succède à l'ARA, il est quand même assez peu utilisé chez nos clients en dehors du SDD. Alors le SDD, c'est quasi unanime, je dirais, mais pour le SCT, on a encore un taux d'équipement qui n'est pas encore très très élevé en PSR. Alors je ne sais pas dans la salle quels sont ceux qui font du PSR. SCT.
Alors, après le PSR, donc notre flux continue son cours. Donc là, c'est le CSM, donc la compensation. Et le deuxième support, ça va être l'extrait de compte. Donc, l'extrait de compte, donc qui lui, dans le PSR, aujourd'hui c'est un format XML. L'extrait de compte, lui, très massivement, on utilise encore les formats historiques. Donc le CFONB 120, le MT 940. On y viendra après, on peut en parler, donc l'extrait de compte intraday, à l'occurrence le MT 942. Le CAM 53, bon, je l'ai cité, mais il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, il est encore en phase de développement par la plupart des banques. Il n'est pas, au niveau du CFONB, il n'est pas totalement figé à 100%. Il y a encore quelques améliorations à apporter. Enfin, la version n'est pas tout à fait finie. Alors, en fait, il y a une version qui existe et qui est vraiment... Il faut penser à nos amis qui sont à la télévision. La version actuelle existe, est en vigueur et peut être complètement utilisée. Maintenant, il y a des mises à jour régulières et effectivement, il y a une mise à jour en cours, mais les mises à jour, elles existeront toute leur vie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, bon, le taux d'utilisation du CAM 53 est quand même très marginal chez les entreprises en France. Donc, ça vient du fait qu'il n'y a pas d'obligation. Ouais. Voilà. C'est pas par rapport à la version. Ça vient du fait qu'il n'y a pas encore d'obligation par rapport à l'utilisation des formats XML dans la relation site-web. Donc, les deux supports massivement, c'est le CFONB 120, le MT 940, lesquels, donc, vous vous souvenez, il y a 6 ans, je crois, ça remonte, oui, ça, 2007-2008, même plus. Pour le CFONB 120, donc, ont été enrichis donc, des fameux qualifiants, donc des données additionnelles qui permettent, dans l'enregistrement 5, de restituer les informations sur le payeur, sur la remittance information, sur les ultimates, donc toutes les données additionnelles SEPA que l'on verra après. Le MT 940 de Swift, c'est pareil, donc là aussi dans le TAC 86, on a rajouté donc des mots-clés, slash REMI par exemple, UMT pour les ultimates, toujours pareil, qui permettront ensuite donc aux donneurs d'ordre, mais aux bénéficiaires également, de pouvoir travailler sur la réconciliation. L'extrait de compte intraday, bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus, là c'est vraiment une info au fil de l'eau ou par vacation pour le trésorier. Donc aujourd'hui, massivement, les supports de reporting utilisés pour la réconciliation, ce sont des supports de type extrait de compte, avec parfois quelques limites, notamment, alors déjà au niveau du contenu, bon, si vous prenez un SCT chargé à bloc, vous remplissez toutes les balises, les ultimates, les remittances, etc. Votre bénéficiaire, c'est pas du tout évident que dans son CFONB 120, il retrouve toutes les infos. C'est même impossible, enfin, physiquement, puisqu'on est sur des formats fixes. Donc ça, c'est une limite. Une autre limite qui est plus, là je pense au gros remettant, de STT. Imaginez que vous êtes un téléphoniste, bon, vous envoyez ou URSSAF même, pourquoi pas, vous envoyez des fichiers de prélèvement très volumineux, de plusieurs centaines de milliers d'OP. Il y a un taux d'impayé qui peut être de 2-3%. Et sur l'extrait de compte, si la banque vous retourne les impayés un à un, ligne par ligne, ça risque d'être très indigeste. D'où l'intérêt donc pour réconcilier et pour avoir une approche plus fine, d'où l'intérêt des supports de type relevé d'opération. Et donc là, on a toujours pareil, notre série avec le 240, mais qui lui n'a pas été adapté pour le CEPA, puisque le CFONB 240 n'a pas évolué pour transporter les IBAN. Le 900-910, alors bon, on ne le voit pas tellement, mais c'est plutôt utilisé par les institutions financières. Et puis donc le CAM 54 qui lui a vraiment décollé avec le CEPA.
nous, nos clients SDD l'utilisent quasiment tous, peut-être tous, mais pour les impayés de prélèvement. Et dans le cas particulier des impayés de prélèvement, c'est le CAM 54 qui permettra d'aller au plus fait donc, des transactions. Par contre, le CAM 54 pour le... Donc, ça ne marche pas. Donc, le CAM 54, donc, il peut être utilisé, alors là on va être dans le cas d'un SCT, il peut être utilisé par le donneur d'ordre pour les retours de SCT et par le bénéficiaire pour les SCT reçus. Là aussi, le CAM 54 SCT reçu vous donnera une information extrêmement riche, puisque le principe du CAM 54, c'est de reprendre tout ce qui arrive par le clearing. C'est-à-dire, bon, je donne le cas de Cassis, mais ça doit être la même chose pour notre banque, je pense. Nous le mettons à disposition par vacation, donc plusieurs fois par jour, en fonction, donc, le client peut demander une seule fois en fin de journée, mais il peut demander plusieurs vacations. Et nous restituons en fait toutes les infos qui nous viennent du clearing. Donc ça veut dire que c'est... On vous donne tout ce que l'on a, voilà. Ni plus ni moins, on vous livre toute l'information qui est récupérable en venant du clearing. Voilà, donc juste pour le CAM 54, oui. J'ai une question. Ouais. Je comprends bien l'intérêt de recevoir un relevé de virement en cours de journée. L'intérêt parce que je peux le recevoir plusieurs fois par jour, donc je suis très content de pouvoir le faire plusieurs fois par jour. Le deuxième intérêt, c'est parce qu'en fait ça va dans une compta auxiliaire, donc je suis content d'avoir un fichier dédié, ça je comprends bien. En revanche, qu'est-ce qui fait que je pourrais avoir plus d'informations dans mon CAM 54 que dans mon extrait de compte, alors que dans l'extrait de compte, j'ai la place de mettre toute l'information qui arrive de la compensation. Quelle information vient de la compensation et se retrouve dans le CAM 54 et ne peut pas se retrouver dans l'extrait de compte? Alors, est-ce que ça existe? Je reviens à ce que je disais, si tu peux. Alors d'abord, supposons un SCT, donc ton SCT ici, là, ton DO, il remplit toutes les zones à fond. L'Ultimate, il met 70 caractères, je crois. La Remittance, il met les 140 à fond. Dans le 940, avec tous les mots-clés, avec tu n'arriveras pas à tout remplir, je ne pense pas. Et dans le CFONB 120, oui. Dans le CFONB 120, c'est peut-être un peu mieux. Oui. C'est peut-être un peu mieux, mais j'ai quand même, je ne suis pas sûr que il faudrait... Sur le 140, je suis formel. En théorie, moi je... Sur le 120, je pense non, pas... En théorie, si. Mais la question, plutôt... Alors, je vais te... Enfin, c'est pas une question, c'est plutôt de dire qu'effectivement, il est important de dire que pour certaines banques, il arrive que ce qui passe dans la compta, à partir de laquelle est faite les extraits de compte, ne contient pas toutes les informations qui sont dans les systèmes de paiement. Et que donc, effectivement, c'est pas un problème lié au format du tout, c'est un problème lié à la source à partir de laquelle le format est construit. Et comme le CFONB 120 est construit à partir de la compta, et que la compta n'a pas enregistré toutes les informations qui se trouvaient dans le système de paiement, il vaut mieux aller récupérer l'information qui vient du système de paiement, d'où l'intérêt éventuellement du relevé CAM 54 pour le contenu d'opération. Pas tellement un problème de format, qui lui le permet, c'est pas le sujet, plutôt un problème exactement une organisation de traitement, et donc d'enrichissement et de remplissage des trous du format, qui fait qu'on a intérêt à utiliser tel ou tel type d'opération. Et puis, bon, comme je le disais, mais là c'est plus pour le SDD, il y a la problématique des opérations qui arrivent regroupées dans la compta. Oui. Comme les impayés par exemple. Là, on n'a pas d'autres solutions. Et le CAM 54, il n'est pas fabriqué non plus par le système de la banque, c'est vraiment un message qui vient de clair. Non, le CAM 54, il est fabriqué par les systèmes de la banque, mais le CAM 54 est fabriqué par les systèmes de la banque. Pour faire court, il peut, ça dépend de... Il n'y a pas de...
il n'y a pas de normes sur l'informatique bancaire. Il n'y a pas, l'Europe n'a pas encore dit que toutes les banques devaient marcher au pas de doigt et avec un casque à pointe. Donc, elles sont assez libres de faire comme elles veulent. Et donc, elles ont des informatiques qui peuvent varier d'une banque à l'autre. Ce qui fait que, selon la manière dont elles sont organisées, le CAM 54 peut être produit à tel ou tel endroit, mais de manière générale, ça c'est assez vrai, l'extrait de compte est fabriqué à partir de la compta et n'a pas forcément toutes les informations des différentes opérations qui sont dans les systèmes de paiement, alors que le CAM 54 est plutôt produit à partir des systèmes de paiement. Et pour ce qui est des paiements SEPA, avec un mapping qui est immédiat de zone à zone, et donc sans passage sans enregistrement, disons, dans la compta, avec la taille des zones, qui fait que ça peut rentrer, pas rentrer, etc. Ouais. On le verra dans le slide après, mais effectivement, le CAM 54, c'est un mapping du message interbancaire. Petite question, quels sont ceux parmi vous qui utilisent le CAM 54 pour les SCT reçus? C'est beaucoup moins que le PSR déjà, et c'est vrai, il est massivement utilisé pour le SDD impayé, mais pour le SCT reçu, et c'est dommage, on a encore assez peu d'utilisateurs, et beaucoup de clients sont encore sur le 240, qui est quand même bien maigre. Et, voilà. Et Florent, j'ai une question. Vous l'utilisez pour quelle raison? Parmi toutes celles qu'on a pu citer ou une autre? Aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a mis en place il n'y a pas très longtemps, donc on avait le choix entre le 240 et le CAM 54, et donc pour des raisons de pérennité, on est parti directement sur le CAM 54. Je dirais, et dans la logique aussi de mettre en place, on finit notre mise en place de SAP, donc pour nous c'était plus pérenne dans le temps de partir sur cette norme-là que partir sur le 240. Sachant qu'aujourd'hui on n'a pas de fonctionnement et la fonctionnalité de lettrage automatique ne se fait pas encore, mais d'un point de vue reporting, on considère que c'est plus satisfaisant pour notre comptabilité client d'avoir les informations du CAM 54. Donc l'idée c'est de dire on prend ce CAM 54 pour aller directement dans la compta client. Alors que l'extrait de compte, lui, c'est pour la compta bancaire. L'enregistrement bancaire. Alors quel intérêt d'utiliser plus le 52? C'est pour avoir des prévisions plus au fil de l'eau. Alors le 52, enfin le 942, bon, c'est pareil, hein. C'est du reporting intraday, donc au fil de l'eau, alors je dirais plutôt par vacation, puisqu'on alimente en fonction des vacations des systèmes. Ça dépend des offres des banques, bien sûr. C'est très variable. D'une banque à l'autre, c'est très variable en fait. D'accord. Certaines, par exemple, pour les impayés, on va avoir plusieurs vacations au fil de la journée, pour les impayés notamment. Et puis d'autres, à 19h. Donc à 19h, ça perd un peu de son charme pour faire de la trésorerie. Parce que des fois, nous, on a des très gros montants d'impayés, parce qu'on gère, y compris le SAF, mais aussi le RSI. On avait dit qu'on en parlerait. Donc, on a un peu plus impayés du côté RSI, et on aimerait bien avoir des informations plus rafraîchies plusieurs fois dans la journée. D'accord. Alors nous, on a 6 vacations, c'est ça? 5, 6? 5. 5 vacations, la dernière, je crois. 20h. La dernière est à 20h. Et la première à 8h. Bien, oui. Quelle est la pratique la plus répandue? C'est d'avoir des sessions au fil de la journée ou quelle est la répartition en fonction des clients? Ça dépend des typologies de clients. Alors, au niveau des abonnements, qu'est-ce que nous demandent les clients? Sur le CAM 54 et PDSDD, je me tourne vers notre spécialiste LTD, c'est plutôt plusieurs vacations. Souvent, là, plutôt la vacation de 20 heures. La vacation de 20 heures. Oui, bon. les grands remittants, c'est plutôt la vacation de 20 heures. ouais, une seule, comme ça, ils ont toutes les opérations de la journée. On a un grand assureur qui est multi-vacation. Donc la majorité, c'est. Cela dit, notre plus grand remettant, qui est un assureur, utilise la vacation de 20 heures.
Et donc là, ça veut dire que ce sont des gens qui se disent on a besoin de ça pour traiter les anomalies, et puis c'est un traitement qui prend du temps, mais c'est pas pour un problème de trésorerie. Je pense, hein. Quand j'entends ça, je dis oui, en fait, visiblement, c'est pas pour un problème de trésorerie, c'est plutôt pour un problème de traitement des anomalies, d'identification de l'anomanie et de reprise des opérations. C'est aussi la manière dont ils intègrent aussi le fichier dans leurs ERP. Donc après, aussi, ça impacte aussi la manière dont ils gèrent l'intégration des fichiers dans leur système, et pas forcément effectivement par rapport à la gestion de trésorerie. Et Florent, j'avais une question complémentaire. Pourquoi vous êtes parti sur le CAM 54 en complément de l'extrait de compte? Est-ce que c'est juste pour un problème d'aiguillage, ou est-ce que parce que sur une statistique donnée, vous avez pu constater que les banques ne vous donnaient pas assez d'infos dans les extraits de compte? Oh, tu peux y aller. Hein. Non, je dirais que c'était... D'abord, c'est d'un point de vue contractuel, quand on a voulu le mettre en place, on s'est dit, aussi d'un point de vue vis-à-vis de nos principales banques, d'un point de vue facturation, avoir un service complémentaire plus riche et plus pérenne ne nous coûtait pas plus cher, globalement plus cher, où c'était vraiment à la marge. Et donc on a dit qu'on préférait avoir, je dirais, la plénitude de formats disponibles pour derrière pouvoir préparer je dirais, le futur avec sérénité et avoir déjà toutes les cartes en main pour mettre en place ce qu'on a dans les fonds. On va passer au slide suivant. Donc voilà, là c'est juste pour décrire le process vraiment de bout en bout. Là c'est dans le monde idéal du CEPA. Donc là on a pris l'exemple du SDD. Donc émission d'un fichier PEN, le CSM, les banques qui dialoguent avec le CSM au format PAX, dans le format interbancaire XML. La banque des bénéficiaires, donc des SDD, donc des clients finaux qui vont être débités, lesquels sont informés des débits à venir, donc au moyen du CAM 54, donc qui récupèrent les infos du PAX interbancaire, et puis les rejets, donc qui sont véhiculés en interbancaire également par un PAX, qui va alimenter dans l'autre sens le CAM 54 impayé de SDD. Donc là, on est vraiment dans le monde optimisé du full XML, si je puis dire. Alors là, on va faire un petit focus sur les différentes références, donc les différentes données d'un SCT ou bien d'un SDD, avec les principaux blocs d'informations qui sont utiles pour la réconciliation. Alors, dans le CEPA, on pense surtout à deux balises, la fameuse balise end-to-end et puis la très fameuse remittance information. Bon, ce sont deux balises qui doivent être véhiculées de bout en bout sans altération par les banques. Ça, c'est une des règles du CEPA. La end-to-end, bon, il faut plus la voir en pratique dans la vraie vie, comme c'est une information qui est à la main du donneur d'ordre. Donc c'est une information qui doit être plus perçue par le bénéficiaire du paiement comme une référence liée au paiement. C'est vraiment la référence qui pourra rappeler s'il y a un problème, alors au niveau de la banque ou au niveau du donneur d'ordre, mais ce n'est pas d'un point de vue comptable pour le rapprochement, ce n'est pas la référence qui va être la plus utilisée, ce sera la remittance. Et donc cette fameuse remittance qui fait 140 caractères, qui existe sous deux formats. Donc un format non structuré, donc une zone alphanumérique de 140 caractères, et puis un format structuré qui est composé de sous-balises, sachant qu'en France, c'est quand même la référence non structurée qui est le plus massivement utilisée. La balise structurée est plus utilisée par les Nordiques, je crois, ou les pays nordiques, où il y a des services, des AOS spécifiques. Donc en France, on est vraiment la règle, c'est davantage ce mode non structuré. Peut-être alors pour ces deux balises maintenant, les autres étant plus
moins utilisé, ou en tout cas pas forcément avec des problématiques de réconciliation dans un premier temps. Je voudrais juste faire un petit zoom sur deux idées fortes. La première, comme l'a dit Thierry, la end-to-end ID n'est pas faite pour mettre les numéros de facture. Je pense qu'il y a une... et on se rend compte, il y a une erreur quand même assez partagée. Et par exemple, vous le voyez sur vos smartphones, en tant que client des banques, vous regarderez, vous verrez que ce qu'on vous redonne en premier comme information, c'est la end-to-end ID. Très souvent, les banques vous donnent d'abord la end-to-end ID. Or, ce n'est pas la end-to-end ID qui est la plus intéressante pour vous, bénéficiaires, puisque pour vous, bénéficiaires, ce qui est intéressant, c'est le libellé. Donc là, il y a eu pas mal de flou autour de tout ça. Et aujourd'hui, bon, ça commence à s'améliorer un peu, mais il y a eu pas mal de flou. Et donc, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire de réconciliation sur la end-to-end ID. Elle n'est pas faite pour ça. Alors après, on peut s'apercevoir qu'avec tel donneur d'ordre, bah, finalement, il met dans la end-to-end ID ce qui m'intéresse. Il y a peut-être des cas particuliers. Mais globalement, il vaut peut-être mieux régler les cas particuliers en parlant avec le donneur d'ordre plutôt que de trafiquer les systèmes pour aller utiliser une zone qui n'est pas faite pour. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, la rémittance d'information qui, elle, est faite pour être véhiculée, pour servir pour la réconciliation. C'est une zone qui fait 140 caractères, qui fait la même taille dans les paiements SEPA et dans les paiements internationaux. Donc c'est une zone que l'on peut traiter de manière relativement homogène en fait dans les systèmes. C'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que voilà, quand je fais mon processus de paiement, j'ai plus à me soucier de savoir ce qui est France, ce qui n'est pas France, etc. En fait, pour ma zone de libellé, je peux l'utiliser de manière homogène. Pour des raisons de blanchiment, etc., enfin de lutte contre le blanchiment, comme on le verra la prochaine fois, cette zone, dans le cadre des paiements internationaux, peut être regardée en disant tiens, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Est-ce que l'information que l'on met est une information qui permet d'identifier la raison pour laquelle on fait le paiement? Il y a eu pas mal de discussions au moment du démarrage du SEPA, notamment l'EACT avait produit une manière de remplir cette zone non structurée en la structurant. Aujourd'hui, il semble quand même qu'il y ait une norme de fait qui soit un peu établie et qui vient un peu de SAP. SAP dit c'est simple, on remplit avec les numéros de facture et SAP par défaut fait /INV/ le numéro de la facture, espace, la date de la facture, /INV/ etc. Et c'est la solution par défaut dans SAP. Et comme c'est la solution par défaut dans SAP, on peut penser que c'est une solution qui tend à s'imposer comme non pas une norme obligatoire, mais un usage courant. Qui dit usage courant dit que si vous n'utilisez pas SAP ou si vous n'utilisez pas le mode standard de SAP, mais que vous souhaitez passer, disons, incognito, non pas parce que vous faites du blanchiment, mais parce que vous n'avez pas envie de vous faire arrêter pour des mauvaises raisons, probablement que c'est une bonne idée de prendre le même type de codification, de manière à ce que voilà, cet usage courant soit la bonne manière de faire. Ça va? Voilà pour le petit zoom sur ces deux zones. Et important, nous avons fait une petite étude, s'est amusé à envoyer à l'ensemble des salariés d'Outsit 1 €. Ça m'a pas ruiné. Enfin, c'est parti de mon compte perso, donc 1 €. Et j'ai rempli complètement toutes les zones. J'ai une banque qui donne toutes les zones à disposition. Ça me permet de toutes les remplir, de les envoyer, Remittance Info, end-to-end ID, y compris d'ailleurs Ultimate Debtor, etc. Et je l'ai envoyé. Et ensuite, on a regardé dans les extraits de compte, non pas sur support informatisé, non pas dans les CFONB 120, mais on a regardé dans les extraits de compte papier, sur le web, les PDF, les applications iPad, smartphone, etc. Et on a regardé pour voir comment les banques restituent. Donc on a vu une certaine forme d'hétérogénéité. Là c'est plus un message pour les banques, mais une banque qui vous met sur votre smartphone comme première ligne virement c'est pas reçu, vous dites merci, c'est vachement sympa, mais je vois bien que c'est un virement qui soit SEPA, je m'en fous,
et qu'il soit reçu, bah oui, puisque c'est un plus sur mon compte bancaire, c'est donc qu'il est reçu. Je préférerais savoir que c'est virement URSSAF. On va arrêter de parler. Mais moi j'aimerais, attends, si j'avais ça, je serais heureux comme un roi. Voilà, donc on avait fait toute... bon, et donc on a communiqué avec un certain nombre de banques avec qui on avait fait ces essais pour leur redonner l'information, de manière à ce qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est vrai que les utilisateurs, si on veut avoir des bonnes pratiques qui marchent bien, il faut que tout le monde s'accorde sur pas grand-chose, parce que c'est pas grand-chose, hein, pas grand-chose, qui est de dire que l'information la plus importante dans 99% des cas, elle est là, en commençant par la gauche. Ensuite, 140 caractères, effectivement, il se trouve que ça fait 35 divisé par 4, mais que selon qui a initié l'information, ça peut être effectivement des blocs de 35, et donc remplis avec une intelligence faite pour des blocs de 35, puisque l'écran est fait comme ça, ou bien ça peut être des choses à pas découper, entre guillemets, parce que c'était une zone de 140. Donc là, il faut aussi réfléchir à ça. Et puis, que l'autre cas particulier, le cas particulier est que si jamais le donneur d'ordre a indiqué qu'il y avait un donneur d'ordre initial, en fait c'est ça l'information la plus importante pour le bénéficiaire, parce que si jamais, je vais vous donner un exemple qui est assez simple, vous avez la centrale de paiement de je ne sais pas trop quelle société, on va prendre un exemple qui est connu de la place entière, qui est Boissière Finance. Donc Boissière Finance, tout le monde connaît Boissière Finance? Non? Tout le monde connaît Schneider Electric? Oui. Ben, quand vous recevez un paiement de Boissière Finance, vous ne savez pas qui c'est. Quand vous recevez un virement de Boissière Finance Ultimate Debtor Schneider Electric, ben là vous savez que c'est votre client Schneider Electric qui vous paye. Ça va? Donc c'est vrai que c'est l'information la plus importante et que là il y a une logique de restitution qui est que le nom le plus important, c'est pas forcément le nom du payeur, mais s'il existe, c'est le nom du débiteur initial, et ensuite la zone de libellé. Voilà pour ces deux zones, et puis on peut aborder celle-là. Bon, les autres références, on va pas, bon, le mandate ID donc pour le SDD, évidemment, avec la rune. L'instruction identification, bon, méfiez-vous, parce que ça c'est purement, c'est pas forcément restitué, à ne pas confondre avec la end-to-end, et là c'est à usage uniquement pour le donneur d'ordre. Donc voilà un peu ce focus sur ces différentes balises pour la réconciliation. Vous avez des questions? Une petite question. Qu'est-ce qui se passe si on a plus de 140 caractères, si une cinquantaine de factures à indiquer dans notre libellé? Est-ce que les balises sont duplicables? Alors, on nous a dit que non. Dans le monde de CEPA, c'est une occurrence. Oui. Le CEPA, alors, bon, je ne vais pas vous faire l'entonnoir que j'avais fait. Donc, le CEPA, vous avez tout en haut la syntaxe XML. Ou dans la syntaxe XML, vous pouvez, il n'y a pas de problème d'occurrence. La norme ISO, c'est pareil. Dans la norme ISO, on peut utiliser plusieurs occurrences de cette balise. Mais par contre, au niveau interbancaire EPC, CEPA, ça a été limité, en tout cas pour l'instant, il y a une seule occurrence. Il y a peut-être, je crois qu'il y a des travaux dans certains pays pour... Aujourd'hui, sur la Remittance Information, on réfléchit à une Extended Remittance Information sans augmenter le nombre d'occurrences. Voilà, donc ce serait on cherche une solution pour pouvoir véhiculer une information plus riche sans augmenter les 140 caractères. Donc sur ce sujet-là, c'est important, c'est que si vous mettez d'abord plus de 140 caractères dans un tronc qui fait 140, ça ne marche pas. Ceux qui ont essayé, ils ont eu. Donc, en revanche, si le format le permet, de toute façon, vous pouvez toujours le remplir, ça ne partira pas. Parce que le trou interbancaire, lui, fait 140 caractères. Donc voilà. Et que ça soit pour les paiements internationaux comme pour les paiements domestiques. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que c'est la même taille. Et donc, ça permet de faire les choses de manière homogène.
toutes les autres solutions, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comment vous envoyez l'information à votre bénéficiaire. Je lui envoie un fichier EDI. Aujourd'hui, le fichier EDI part de chez vous, il part pas de chez vous quand vous utilisez le VCOM par exemple. Quand vous utilisez le VCOM, les données que vous pourriez avoir envie d'envoyer à votre bénéficiaire, bah, la banque à qui vous avez envoyé votre fichier de virement avec toutes ces données, les prend et les envoie au bénéficiaire. Donc c'est une solution, si vous avez beaucoup de données, c'est une solution de dire tiens je vais passer au VCOM, comme ça je vais demander à ma banque, pour moi ça simplifie mon processus, et je vais demander à ma banque de véhiculer les informations, mais elle va les envoyer soit en imprimant et en faisant un courrier, soit maintenant c'est souvent comme ça, par email. Mais c'est jamais, c'est pas la même chose. Après, pour ceux qui étaient à Univers SwiftNet, vous avez eu la chance de voir un slide de Charles-Henri Dubarry de HSBC qui parlait de Extended Remittance Information, où là l'idée est de dire les banques étant globalement adhérentes du réseau SWIFT, SWIFT pourrait, dans le fichier de paiement type VCOM, aller récupérer, enfin la banque pourrait, qui a reçu le fichier, pourrait découper, faire le virement qui passe par les systèmes de paiement, et toute l'information qui partirait par un canal à côté, qui est le même, qui est SWIFT, mais qui partirait directement à la banque du bénéficiaire. Et à la charge de la banque du bénéficiaire de réconcilier ce paquet de données avec le paiement. Et pour ça, on pourrait mettre dans une zone ad hoc une référence de paiement qui permettrait à la banque du bénéficiaire de réconcilier les deux et du coup de mettre dans l'extrait de compte ou dans le CAM 54 l'intégralité des données reçues. Et ça, le projet est intéressant, l'idée est intéressante, ça pourrait être fait pas uniquement par SWIFT, on pourrait très bien faire la même chose dans le cadre de la compensation CEPA, finalement. On pourrait imaginer que tout ça, ça va être faisable, et pour l'instant, ça n'existe pas. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que c'est des projets sur lesquels il y a des discussions, mais que pour l'instant, ça n'existe pas, et que si vous avez beaucoup d'informations à véhiculer à un bénéficiaire en particulier, il faut faire comme Alain, lui envoyer un fichier directement. Ça va ? Bon, donc on a vu toutes ces zones, etc. Et je me souviens, il y a à peu près 2 ans, là, assis à la place de Florence, il y avait un monsieur qui s'appelle Emmanuel Prévost, d'ADP GSI, et qui m'avait dit tiens Hervé, j'ai une petite question, est-ce qu'on pourrait améliorer l'échange des données avec quelqu'un avec qui on échange beaucoup, et comme ADP GSI s'occupe de la paye, quand il s'occupe de la paye, il fait 2 choses, il paye les salariés, c'est important, et il paye les cotisations sociales, qu'il envoie à entre autres, aux différents organismes sociaux, mais entre autres, et alors du coup, donc on avait discuté, etc., bon, avec Françoise, et en me rappelant ça, quand j'ai vu Françoise il y a 3 semaines, je lui ai dit tiens, est-ce que finalement tu voudrais bien nous expliquer un peu ce que vous avez fait, pas forcément avec ADP d'ailleurs, mais ce que vous avez fait de manière générale autour de cette problématique pour l'URSSAF qui a des gros volumes et qui est un gros récepteur de virements. Et donc pour qui les problèmes de réconciliation des virements reçus est quand même assez important. Et Françoise a accepté de nous en parler un peu. Mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me dire à l'avance ce qu'elle nous dirait aujourd'hui. Donc on accepte. J'ai quand même sorti quelques chiffres malgré tout. Tu veux venir là peut-être plutôt ou... Non. Donc, au titre de l'année dernière, hein, on a encaissé, c'est pas beaucoup, mais des fois c'est difficile, hein, 214 000 virements parce que les autres cotisants sont soumis souvent à l'obligation de télérèglement. Donc cela c'est facile, ça se réconcilie en automatique. Hein. Avec ADP, comment on a travaillé dessus, donc c'était plutôt le versant ADP gestion des paiements. Donc on n'a aucun souci avec ADP gestion des paiements. Pratiquement tous les virements, à part les nouveaux cotisants, s'intègrent en automatique dans nos systèmes. On ne voit rien en fait. Donc quand on ne voit rien, c'est que tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Depuis qu'on a le CEPA, eh bien, on est en grande difficulté. Par exemple, aujourd'hui, le taux de reconnaissance d'hier, on a dû recevoir 600 à 700 virements. C'était le lendemain d'une échéance
pour des mensuels au 5, hein, on a eu 33% de reconnaissance automatique. Donc ça veut dire que on avait des petites mains derrière qui ont réaffecté. C'est très coûteux en fait les virements. Nous on aime beaucoup les télérèglements. Bon, après on va voir comment ça se passe parce qu'on va passer au télérèglement B2B. On a des accords spécifiques. Hein. Donc c'est pour très prochainement, sur la fin d'année. Mais on en a beaucoup plus des télérèglements. Les télérèglements, on monte au fur et à mesure du temps. On en a fait 1 500 000 l'année dernière, au titre de l'URSSAF d'Île-de-France. On représente à peu près 20% de l'ensemble des URSSAF, donc il faut multiplier par 5 à peu près ce qu'on a fait pour avoir le poids du volume de la branche du recouvrement. Donc on est vraiment, depuis qu'on a constaté, depuis qu'on était passé au CEPA, nos taux de reconnaissance ont chuté. Et on a beaucoup plus de mal. Donc on essaye de faire mettre dans la balise USTRD, quand on arrive à avoir les informaticiens, des boîtes, etc. Là, quand c'est dans la balise USTRD, ça marche bien. Parce que notre problématique, c'est qu'on a plusieurs partenaires bancaires. On n'a pas les mêmes restitutions de partenaires bancaires à un autre. C'est celle-là, la balise USTRD. Oui. C'est la balise Remittance Information Unstructured. Parce que certaines banques ne restituent pas dans le fichier, ça doit être du CFONB 160 qu'on reçoit, 160 ou 240, je ne sais pas. Et on n'a pas forcément la zone end-to-end, ça dépend des banques. Donc on est bien d'accord. Hein. C'est pas la end-to-end, c'est bien la Remittance Information. Est-ce que vous avez travaillé avec des clients en particulier pour essayer d'améliorer, comment vous faites pour essayer d'améliorer les taux? Les gros groupes, on les appelle. Voilà. Parce que déjà, on leur demande en amont combien ils vont payer, au moins un profil, parce qu'on fait des profils de trésorerie pour la course pour pouvoir qu'ils empruntent de l'argent. Donc tous les jours, à 15 h, on fait une prévision pour le lendemain. Bon, on en fait une première trame, on refait une deuxième trame. La veille à 15 h, c'est pourquoi on a besoin des impayés aussi à cette heure-là. Parce que nous, il y a des jours où on se fait 6-7 millions d'impayés. Donc, c'est pas... comment... Ça compte, oui. Ça compte. Donc, on aime bien le fil de l'eau, en fait. On aime beaucoup, ou par vacation, les impayés, mais ça compte aussi. Donc, et puis, on travaille en CAMS de 54. Sur les impayés, ça s'intègre en automatique, on a peu de rejets, on fait du CAMT 54 comptable. C'est l'option qu'on a pris parce qu'on a eu, au début on a essayé de travailler en CAMT 54 et en PSR et on s'en sortait pas, donc voilà, c'était la solution qu'on a adoptée. CAMT 54 comptable, qu'est-ce que vous, par rapport au... En fait, on n'a pas de PSR, les rejets, tout est dans le même fichier. On a demandé à nos banquiers qu'on voulait tout dans le même fichier. Rejet et retour. Oui. C'est pas pour les quelques centimes que ça coûte en moins ou en plus. En frais de personnel, ça coûtait beaucoup plus cher. Et les clients, l'URSSAF, on a toujours une relation un peu particulière avec l'URSSAF, c'est-à-dire que quand l'URSSAF appelle en disant j'ai juste un petit problème, vous allez m'aider. Il n'y a pas de problème. Ça dépend. Ça dépend. C'est de la relation humaine. Oui. C'est quelque chose qui se construit à long terme. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Des fois, certains disent vous verrez bien, on paye, et puis du moment qu'on paye à l'heure, circuler, il n'y a rien à voir. On a quelques mauvais coucheurs, mais globalement, les services de trésorerie, parce que nous, on s'intéresse aux entreprises qui payent plus de 5 millions d'euros par mois. Donc, c'est déjà des gens qui voyaient à peu près ce que c'est que de la trésorerie. Il y en a peu, on doit en avoir 3 sur 6 000 et quelques qui nous posent vraiment des problèmes. Donc, non, c'est pas un problème, ça se construit. Mais ça demande du temps. Et ce qui a fait que les taux ont chuté au moment du passage au CEPA, c'est que vous avez changé le libellé que vous attendiez? Non. On n'a pas changé. La référence est la même? On n'a pas changé, mais notamment des gros groupes, ils sont passés au CEPA. Paiement CEPA, même pour des montants de 100 millions, donc moi ça m'a beaucoup étonné. Ils sont passés du virement de trésorerie au virement CEPA. Et bien, on a bien souffert.
Là, on a déjà bien pu faire sur la SDD, mais on a bien pu faire aussi sur les virements. Et donc là, donc vous n'avez pas changé ce que vous attendez, c'est la même chaîne de caractères dans laquelle on va retrouver C'est sirène, fixé par je sais pas décret. quoi, c'est ça? C'est fixé par décret pour tout ce qui est le paiement des cotisations pour les entreprises qui sont soumises. C'est toutes les entreprises normalement qui payent plus de 7 millions d'euros annuels qui sont soumis au paiement des cotisations par virement. Et la structure, elle existe depuis des années, depuis, je crois que c'est 99. Ils ont eu le temps de s'y faire. Donc c'est un décret. Mais ils ne respectent pas toujours le décret. Non, mais en fait c'est là où on voit, c'est pour ça que j'ai demandé à Françoise d'intervenir, c'est là où on voit que j'imagine qu'aucun d'entre vous n'est au courant, et pour le moment vous ne faites pas partie des gens qui ont des problèmes. Mais il y en a quand même. Et donc quelque chose qui fonctionnait ne s'est mis à plus fonctionner, et personne n'a rien fait. Le sondage prouve que personne n'a rien fait, et pourtant, ce qui marchait ne marchait plus. Ce qui veut dire qu'il y a quand même l'informatique qui a fait quelque chose. Il y a un projet qui s'est passé avec des choses qui ont été faites, et sur lesquelles cette zone cruciale de remittance information et l'alimentation de cette zone n'a pas été considérée comme étant une part importante dans le projet. Or, ça l'est. Nicolas ? Dans une autre vie, j'ai vu des clients changer avec le passage au CEPA, changer leur mode de paiement, c'est-à-dire qu'ils ont voulu bien faire et véhiculer l'ensemble des factures. Donc ils ont défini leur programme, donc ils ont regardé qu'il y avait 140 caractères à disposition, leur facture faisait 10 caractères, enfin 10 chiffres. Ils ont fait leur programme pour couper l'ensemble des facturations, tous les 8 paiements, de faire un nouveau paiement. Ils ont explosé leur volume au niveau de la banque. Donc il y avait au niveau de la banque une surprise en termes de flux non CEPA, passage au CEPA, où on multipliait par 5-6 les volumes. Donc ils sont vraiment, être conscients de ce que ça impliquait. Donc j'imagine que les gens qui sont passés du virement de trésorerie pour l'URSSAF aux chaînes de paiement fournisseurs classiques, virement classique, n'ont pas perçu qu'il y avait quand même un changement important de ce fait. Est-ce qu'on a d'autres, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres témoignages, d'autres interrogations relatives à cette problématique de réconciliation? Tout va bien? Donc pour les paiements transfrontaliers, on a vu que les 140 caractères restaient 140 caractères. Donc ça, tout ce qu'on a dit, la remittance info, etc., tout ça, ça reste vrai. Je crois que c'est important. Pour les virements de trésorerie, la zone qui est échangée en interbancaire, c'est aussi 140 caractères. Donc selon ce que vous utilisez comme format pour initier vos virements de trésorerie, vous avez ou pas 140 caractères, mais sachez que si vous utilisez les 140 caractères pour vos virements de trésorerie, ils seront aussi transmis. Donc, il devrait aussi normalement vous être restitué. La problématique des paiements transfrontaliers, généralement, n'est pas tellement dans la zone de 140 caractères de libellé, et plutôt que l'on a d'autres informations à donner, et on a, par exemple, des références obligatoires, les VO-codes en Russie, etc. Donc on a des types d'informations qui sont plus complexes à véhiculer et qu'on ne sait pas forcément où mettre et qu'on a parfois du mal à dématérialiser. Mais sinon, pour ce qui est de l'information qui va arriver aux bénéficiaires, si vous avez mis 140 caractères avec vos numéros de facture, normalement lui arrive les 140 caractères avec numéro de facture. Le risque, c'est effectivement que le donneur d'ordre utilise pour les besoins locaux du pays d'autres informations. Pourquoi pas qu'il rajoute des ultimates, pourquoi pas. Ce qui fait que la banque, le process de traitement de paiement international ne va évidemment pas être traité de bout en bout en XML par le CSM, mais va utiliser les circuits du correspondant banking, donc du MT 103. Ce MT 103 peut effectivement véhiculer
les 140 caractères d'origine. Il y a les, je crois le chat, ça doit être le TAC 70, c'est ça. Mais si vous avez d'autres données, ces données, alors là c'est selon les offres bancaires, mais les banques peuvent être tentées de les intégrer dans le TAC 70. Ce qui fait que le TAC 70, il va se retrouver vraiment complètement surchargé, risque de troncature de la remittance information si la banque met d'autres infos avant, ou tout simplement que ces infos ne soient pas véhiculées. Donc ça c'est quand même, tant qu'on n'est pas dans un monde le XML a cours également pour le cross-border, où les MX remplaceront les MT dans le monde du correspondent banking, on en est encore assez loin. Il y aura quand même un problème au niveau de ces flux internationaux. Donc sur ce sujet, juste une petite quand même information, quelque chose d'important côté bénéficiaire. Je ne sais pas si vous l'avez constaté ou si vous l'utilisez bien. On s'est rendu compte en regardant chez pas mal de nos clients que le contenu des enregistrements 0.5 n'était pas forcément exploité correctement. Or, souvent, les enregistrements 0.5 étaient très bien remplis avec les différentes informations en provenance de la banque du bénéficiaire, enfin du circuit interbancaire. Donc, votre banque reçoit les informations, elle vous les donne, mais vous ne savez pas forcément les lire. Bon, je vais prendre des exemples de types d'informations. Et quand vous avez un paiement qui arrive de l'étranger, souvent le montant que vous recevez n'est pas le montant qui a été instruit. Et le montant qui est instruit est souvent inscrit dans la balise 0,5 correspondante, etc. Les frais, qui a pris des frais, sont souvent aussi inscrits. Donc en fait, c'est des choses qui sont très souvent mal lues, parce qu'on a l'habitude de lire que l'enregistrement 0,4, qu'on a fait peut-être une exception pour le CEPA, mais on n'utilise pas correctement les informations qui sont véhiculées et qui souvent sont quand même assez nombreuses. Donc là, voilà, c'est une expérience de pas mal de nos clients, on s'est rendu compte que l'information n'était pas véhiculée et que parfois elle arrivait, qu'elle était véhiculée dans le système de Trésor à partir duquel le fichier était fait pour la compta. Donc hop, l'extrait de compte dans la Trésor et à partir de là pour la compta. Et donc la Trésor n'avait pas été faite du tout pour gérer toutes ces informations-là et donc ça partait pas à la compta. Donc d'où l'intérêt parfois d'utiliser le web banking de la banque juste pour aller voir les informations complémentaires parce qu'elles sont bien là, elles vous sont données, mais vos systèmes ne permettent pas de les utiliser. Voilà pour la partie cross-border. Donc maintenant, j'ai entendu Françoise nous parler du télérèglement. Alors je tape sur migration du type et du télérèglement. Pardon, on ne va pas taper son truc. Alors, la migration CEPA, c'est un gros travail qui s'est terminé l'année dernière au mois d'août. Il en reste encore quelques petits produits, petits, pas pour tout le monde, pour certains c'est quand même assez important, qui sont les produits de niche. Donc les types et les télérèglements qui sont amenés à disparaître au 1er février 2016. Donc il y a deux aspects, donc les têtes d'un côté, donc les télérèglements d'un côté et les types de l'autre. Donc sur les télérèglements, il y a deux types de migration qui va se faire, donc deux modes de migration, la sphère publique et sociale, qui vous concerne complètement avec ça, et le domaine hors sphère publique et sociale. Donc, sur la sphère publique, 4 familles de créanciers ont été définies, dont l'URSSAF, l'AGIRC ARCO, les douanes et les impôts, et le fisc. Donc 4 grandes familles pour lesquelles il y aura une continuité de mandat. Donc si vous serez probablement concerné, donc pour ces opérations-là, il y aura une continuité de mandat. Donc un mode de migration a été mis en place entre ces familles et la Banque de France et le domaine bancaire, et les différentes banques sur la place. Donc ça c'est un processus qui est mis en place. Les banques sont en train de travailler dessus pour faire
des développements pour intégrer tout ça. Donc ça devrait se passer, logiquement, ça devrait commencer, d'ailleurs je crois que c'est l'URSSAF qui commence en premier, en octobre, il me semble bien. Donc Moi aussi, oui, octobre. Pardon? On teste. Oui, en ce moment vous êtes dans la phase de test, c'est ça, hein. Donc si je me souviens bien, si j'ai bon souvenir, on part des données du mois de mai, des mandats du mois de mai. Donc tous les mandats qui auraient été signés après le mois de mai 2015 ne passeront pas dans la sphère publique, enfin dans le mode de migration de la sphère publique. Donc là, pour le coup, il faudra re-signer les mandats. Donc ça, c'est un mode de migration qui est organisé avec la Banque de France, les différentes banques de la place et les 4 familles définies. Sinon, alors donc ça sera du SDD B2B. Donc, cela veut dire qu'il faut absolument que les banques soient reachable en B2B. Il y a encore certaines banques, je ne sais plus combien il en reste, Sophie, exactement, une centaine sur la France qui ne sont pas encore reachable sur le B2B. Ça ne sera que du B2B. Sophie, quand on dit une centaine sur la France, il y a 950 banques en France à peu près, Qui n'ont pas 950 adhéré établissements au bancaires. scheme SDD B2B. Après, le SDD B2B, c'est donc un SDD qui est... Le SDD B2B, c'est un SDD, donc, comme vous le savez, qui est destiné aux entreprises et non pas aux particuliers. Donc toutes les banques n'ont pas forcément besoin d'adhérer au B2B. Ce qui a été demandé par... ce processus est coordonné par le Comité national CEPA. Et donc en fait, ce qui a été demandé, c'est que les participants directs qui représentent les banques qui n'ont pas adhéré, puisque tous les participants directs en France ont adhéré, hein, il y en a 11. Donc les participants indirects doivent être contactés par la participant direct d'une part et d'autre part par la Banque de France qui les identifiera pour leur demander s'ils comptent adhérer ou pas. Et en ultime recours, la Banque de France envisage également de contacter les débiteurs qui seraient domiciliés dans ces banques-là. Donc aujourd'hui, globalement, il y a peu de problèmes envisageables, mais il y a un risque avec certaines banques et donc certains débiteurs. Si une entreprise, effectivement, est domiciliée dans une banque qui choisit de ne pas adhérer au scheme SDD B2B. Voilà. Ça représente quand même des volumes pas très importants. Et pour nous, pour notre part, dans le groupe Crédit Agricole, les banques que nous avons contactées, donc nos participants indirects, font la démarche de se mettre en conformité. Puisque, voilà, à la base, en fait, le B2B est facultatif. Pour la sphère publique ou pas? Oui. Est-ce que le RSI est concerné par l'URSSAF? Il était dans le lot, il n'y est plus. C'est dommage, on en a aussi. Dans un premier temps, il y avait 6 familles, il y avait le RSI et la MSA. Et ils sont sortis des familles. Donc ça, il n'y aura pas de continuité de mandat concernant. Je ne savais pas que ça faisait partie des MSA. J'ai appris tout à l'heure. Ça serait bien que ça en fasse vraiment partie. C'est pas complètement ça. On a déjà eu ce débat. Donc pour le domaine hors sphère publique et sociale, donc ça sera soit du SDD Corps, soit du SDD B2B, selon si c'est des particuliers ou des entreprises. Donc là, il n'y a pas de continuité de mandat, donc il faudra re-signer des mandats. En sachant qu'il y a certaines entreprises qui font partie de la sphère publique et qui n'ont pas été intégrées dans la liste de la sphère publique. Il y en a certaines, effectivement, là on parlait du RSI, de la MSA, il y en a d'autres. Mais du coup, ils rentrent dans le deuxième groupe et il y aura une re-signature, il faudra une re-signature des mandats. Donc là, pour le coup, nous, on accompagne les clients sur le sujet parce que certains clients n'avaient pas prévu vraiment les choses comme ça. Donc on les suit de près sur la migration pour être prêts avant la date limite du 1er février 2016. Donc pour les entreprises qui sont débiteurs, ouais. La seule contrainte entre guillemets, ça va être de re-signer un mandat. Absolument. Alors, en sachant que donc, je pense que il me semble que sur la sphère publique, ça sera transparent pour les débiteurs.
parce que comme il y a une continuité de mandat, à part pour les débiteurs qui sont effectivement dans des banques qui ne sont pas reachable au niveau B2B, mais sur cette partie-là, ça devrait être transparent. Par contre, effectivement, sur la deuxième partie, la resignature de mandat. On est déjà au mois de mai, donc le temps passe vite, il va falloir... Enfin, j'imagine que sur l'URSSAF, c'est un gros travail. Alors, il y avait une question qui avait été soulevée et qui concernait beaucoup le RSI, donc je ne sais pas si ça concerne les 4 autres émetteurs, qui était que le RSI, donc c'est le régime social des indépendants. Les indépendants, comme leur nom l'indique, ils sont souvent tout seuls. Ils sont souvent tout seuls, donc ils ont des comptes bancaires qui sont des comptes bancaires de particuliers dans la plupart des cas. Donc un compte bancaire de particulier pour beaucoup de banques, c'est par défaut un compte qui n'était pas éligible au prélèvement B2B. Et donc est-ce que dans les 4, il y a encore cette problématique-là? Et si oui, comment elle va être traitée? Je vais laisser la parole à Sophie parce que nous, chez CACIB, on n'est pas concernés. D'accord, oui, non, mais peut-être groupe Crédit Agricole. Mais dans le groupe Crédit Agricole, il y a le cas, je sais que c'est un sujet dont on a discuté. Alors, effectivement, en fait, c'est un problème de place qui est discuté au niveau de la FBF. Donc, ce qui se passe, c'est que les SDD B2B pourront effectivement atteindre des comptes de particuliers uniquement dans ce cas-là. Donc, d'un point de vue technique, à partir du 21 octobre, donc première date de démarrage pour l'URSSAF, les comptes de particuliers, ces comptes-là seront ouverts pour SDD B2B. D'un point de vue juridique, la Banque de France nous a demandé également de nous mettre en conformité. Donc il y a en fait des propositions qui vont être faites à chacun de ses clients, soit de passer sur des comptes professionnels, soit de signer un avenant en fait à leur contrat concernant les comptes de particuliers. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est une position de place qui va être prise pour cette migration. Et le chèque emploi-service, Françoise, c'est un prélèvement normal, c'est pas un dérèglement. C'est un prélèvement normal, c'est du SDD. Vous m'entendez plus? Non, je ne sais pas si la réponse a été entendue par contre. Ah oui, donc le prélèvement, voilà, donc pour vous tous qui employez une femme de ménage, ne vous inquiétez pas, c'est du prélèvement ordinaire, c'est pas du dérèglement, donc c'est déjà migré. Le SDD B2B concerne des activités professionnelles. Effectivement, elles peuvent arriver sur des comptes de particuliers, mais pour des personnes ayant une activité professionnelle. Donc tout ce qui est emploi pour service à la personne, etc., ce sera du SDD Corps. Merci beaucoup. C'est compliqué, mais comme effectivement il y a des petites subtilités, je trouve que c'était bien de refaire un point précis là-dessus. Donc, sur le type, alors le type, il n'y a pas de processus particulier sur la migration, mais le type va devenir du type CEPA, qui sera ni plus ni moins qu'un SDD Core, avec la RUM qui commencera par TIP. Alors il n'y a aucune obligation, mais on va dire que c'est recommandé. Donc pour cet aspect-là, ce qui est recommandé, c'est effectivement, on en parlait tout à l'heure, d'utiliser du reporting, le PSR, le CAMT, enfin selon vos besoins. Nous, de notre côté, on va accompagner nos clients dans cette démarche-là. Je pense que toutes les banques vont le faire. Mais ça sera assez transparent, en fait. Bon, effectivement, à part ceux qui n'ont jamais vu un SDD de leur vie, a priori, il n'y aura pas de grande révolution au niveau de la migration sur ce sujet. Alors, il y avait une crainte d'un émetteur de prélèvement et de type massif qui disait si mes clients ont fait une opposition au prélèvement mais accepter les types, comment ça va se passer dans la banque? Et donc j'imagine que c'est plus pour le Crédit Agricole, encore ça peut-être plus les particuliers. Mais... c'est pas la même règle. C'est un autre prélèvement. L'opposition. L'opposition ne se fait pas. Effectivement, un même créancier peut émettre à la fois des SDD et des types migrés qui seront aussi des SDD, mais en fait, l'opposition ne se fait pas uniquement sur l'ICS, mais se fait également sur la RUM. Donc en fait, il n'y aura pas d'opposition grâce au fait que la RUM est différente. Aujourd'hui, vous ne faites pas d'opposition sur ICS. Le débiteur ne peut pas dire
je mets une opposition sur 7 ICS. Ça dépend des banques. Cette banque font des services spécifiques. Ça peut dépendre des banques, effectivement. Chez Cassim, on a différents critères sur l'opposition. Ça peut être effectivement l'ICS, mais ça peut être la rue, ça peut être aussi le nom du créancier. Donc selon les besoins de nos clients. Alors, il y a un petit point d'attention, parce qu'il y a pas mal de clients qui nous ont posé la question, ce sont les types chèques, les types espèces. Ils sont hors périmètre, parce que ça c'est le domaine de la banque postale. On revient à la banque postale. Donc ça, je pense que ça va continuer, toujours aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de migration pour ces opérations. Des questions sur ce sujet particulier, non? Parfait. Tout le monde est prêt. Merci beaucoup. Alors la question suivante que je voulais poser, c'était est-ce que Sophie pourrait nous parler de ce qui se passe en ce moment à propos des paiements instantanés? C'est le dernier sujet qu'on verra, parce qu'on a dit qu'on arrêtait aujourd'hui à 17h30 pour qu'on puisse tous partir en week-end. Enfin, pour ceux qui partent en week-end. L'instant payment, en fait, c'est un concept assez récent au niveau européen, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Je vous montrerai après une carte qui regroupe les différentes initiatives. Donc en fait, effectivement, donc la migration SEPA en 2014 a été un succès. La deadline du 1er août 2014 a été respectée par l'ensemble des pays de la zone euro. Il y a certaines dérogations, comme on a vu avec Monica, les produits de niche, certaines dates repoussées pour les pays de la zone non euro. Mais toujours est-il que l'objectif de faire du marché européen un marché unique des paiements a été accompli. Maintenant, ce que souhaitent les instances européennes, c'est répondre aux besoins des clients. Et les besoins des clients évoluent. Maintenant qu'ils peuvent faire un paiement de la même façon, au même prix dans toute la zone euro, comment les banques qui acheminent ce paiement peuvent-elles continuer à répondre à ces besoins? Elles peuvent continuer d'une certaine façon en collant aux nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes des consommateurs, c'est de faire des achats n'importe quand, pas forcément entre 9h et 17h quand les CSM sont ouverts, hein, n'importe quand, n'importe où, et surtout avec des appareils mobiles. Donc il faut derrière que le paiement soit aussi rapide que ce que le client souhaite opérer comme achat. Donc on a besoin maintenant d'un paiement rapide, voire en temps réel, avec une disponibilité des fonds et une information en temps quasiment réel. Du coup, les instances européennes ont demandé donc, de travailler sur le concept d'un instant payment. Donc, je vous ai remis la demande telle qu'elle a été formulée par les instances européennes. Je n'ai pas forcément tout traduit parce que je trouve que les traductions, elles ne signifient pas forcément, elles peuvent un petit peu interpréter ce qui a voulu être dit. Donc ils veulent une solution de paiement ou des solutions de paiement électroniques disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors pourquoi des solutions? Parce qu'en fait la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, elle n'aime pas qu'il y ait une seule solution. C'est-à-dire qu'elle aime bien promouvoir un petit peu la concurrence des solutions qui peuvent exister sur le marché. Donc en fait elle reste ouverte à plusieurs propositions. Donc après, la notion d'immédiateté, donc c'est assez subtil. Et en fait, on en est vraiment au début des discussions, donc c'est pour ça que je l'ai laissé, parce qu'on n'a pas encore réussi à trancher la différence entre immediate et close to immediate. Donc en tout cas, une compensation rapide. Donc là, on en est à des notions qui sont de l'ordre de la seconde, en fait. Hein. On est à 1,5 secondes, voilà. On essaye, en fait, dans les instances européennes, de chiffrer ce que veut dire immediate. Et surtout que ça arrive sur le compte du bénéficiaire. Voilà, c'est ça le but, hein, que ça arrive sur le compte du bénéficiaire et, alors c'est pas écrit, mais en fait, qu'ils soient informés qu'il ait ces fonds-là. Parce que si c'est dans la banque et qu'il ne le sait pas, c'est pas intéressant. Hein, toutes les notions de relevé de compte, etc., d'informations sont importantes. Et enfin, la BCE et les autres instances et le Conseil européen n'ont aucune
prérogatives sur les solutions qui peuvent être mises en place. Donc elles sont encore une fois ouvertes à toutes les solutions. Et ça peut être du SCT, du SDD ou un paiement carte. Évidemment, quand on pense à l'instantanéité, on pense carte. Qui peut être mis en place, voilà, libre aux banques en particulier, mais à tous les acteurs européens de proposer des solutions. Donc quelles sont les opportunités derrière ces instant payments? Donc c'est le paiement de personne à personne, donc proposer une solution de paiement en face à face, donc je te rembourse de ce que tu m'as avancé, ou voilà, pour le cadeau de fin d'année, ou à distance, hein, les paiements sur internet entre particuliers se développent. Ou alors, évidemment, entre une personne et une société. Et en particulier, évidemment, la demande, c'est d'accompagner toute la croissance du e-commerce et le commerce qui se fait aussi sur les mobiles, les tablettes, etc. Donc tout le m-commerce. Les paiements de services itinérants, donc tout ce qui est service à domicile des artisans, etc. Et également, ou les taxis, voilà. Et la garantie de paiement pour les services rendus immédiatement, donc on pense aux tickets de dernière minute, des choses comme ça. Donc les Européens, les instances européennes ont vraiment identifié un marché par rapport à cet instant payment. Les points d'attention pour les acteurs, les PSP qui vont mettre en place ces solutions, c'est l'interopérabilité. Donc en fait, ce qui est souhaité, c'est que par rapport aux initiatives qui sont en place déjà en Europe, dont je vais vous parler après, il ne faut pas que ce soit qu'on revienne en fait avant le CEPA et que ce soit des initiatives nationales. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit à l'image du CEPA et à l'image de ce qui est attendu, un paiement trans-européen. On part plutôt sur de l'euro, déjà pour la devise, mais en tout cas que ce paiement il se fasse de la même façon que se fait aujourd'hui un SCT ou un SDD. Donc l'interopérabilité est un élément incontournable. Donc, encore une fois, garantir un service en 24/7, 365. Pour les PSP, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de contrôler le solde du compte, d'effectuer tous les contrôles qui permettent d'aboutir au même niveau de sécurité que ce qui est fait actuellement. Donc, tous les contrôles de lutte contre la fraude, anti-blanchiment, anti-terrorisme. Le tout, comme je vous ai dit, en quelques secondes. Donc là, en ce moment, évidemment, toutes les discussions tournent autour de ça. Qui est la compensation, okay, que l'information soit apportée au client et qu'on trouve une solution pour faire le règlement. Donc pour faire le règlement, il existe plusieurs solutions, soit en collatéral, soit en pré-funding. Donc en fait, réserver un montant, que chaque PSP réserve un montant en fonction de son expérience ou selon certains critères pour ses paiements. Mais en tout cas, que le paiement, que le crédit au client soit garanti. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, où en sommes-nous? Donc, c'est une initiative pour laquelle il est attendu des résultats très rapides. Donc, il y a en fait deux niveaux. Donc, au niveau européen, ça occupe énormément d'acteurs, en fait. Hein. Donc, le PC, donc, qui est le Conseil européen des paiements, est mandaté, en fait, plutôt pour écrire le scheme. Donc, en fait, pour écrire les règles qui vont régir ce type de paiement. Au niveau des solutions et des instruments de paiement, effectivement, plusieurs acteurs peuvent proposer des solutions. C'est un petit peu en ce moment entre les CSM, la course, donc la BE Clearing qui est le CSM pan-européen qui permet de faire les échanges entre les pays européens, s'est positionné et est très présent sur le marché. En fait, il a annoncé une solution pour 2018, basée sur le SCT. Toujours est-il que c'est une des solutions qui aujourd'hui émerge, mais ça n'empêche que ça peut aussi être une solution basée sur la carte, puisque en fait, sur les transactions cartes, on peut faire des messages où l'autorisation est véhiculée en même temps que le paiement. Donc ça, vous voyez, pour vérifier le solde du compte, ça peut être intéressant dans le cas d'un paiement qui doit se faire très rapidement. Donc pourquoi pas? Une solution carte, aujourd'hui, rien n'est défini. Donc au niveau mondial, je vous ai mis une carte que j'ai piquée à Swift, qui regroupe en fait les initiatives. Au niveau européen, vous voyez qu'effectivement, on n'est pas tellement dans la zone euro. Toutes les initiatives aujourd'hui qui sont en place, parce qu'en réflexion, il y en a énormément, qui sont vraiment en place
c'est sur de la zone, enfin sur de la devise non euro. Pourquoi? Parce que en fait, le CEPA sur la devise euro a amené une modernisation très rapide. Et en fait, ces pays non euro, eux, ils avaient besoin de moderniser également leur système de compensation et de règlement sur leur devise locale, soit parce que le régulateur national trouvait que le système était un petit peu obsolète, soit parce qu'il y avait vraiment un besoin, une demande de paiement plus rapide. Par exemple, l'initiative du Royaume-Uni vient du fait que, en fait, sur la devise, le GBP, ils étaient à des délais de 5 jours, donc ce qui nous paraît aberrant aujourd'hui. Du coup, ils sont passés directement enfin directement non, parce qu'ils y sont allés par étapes, puisqu'ils ont démarré en 2005, mais ils sont maintenant, dans 18 mois, ils seront sur la notion de 1,5 secondes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc parmi ces initiatives, donc en fait, le Royaume-Uni passe par le système de règlement et de compensation qui s'appelle VocaLink, qui a également participé à l'initiative de Singapour. Voilà, on peut également parler d'initiative du Danemark, qui connaît, voilà, comme au Royaume-Uni, un succès important, du fait qu'ils étaient sur des systèmes qui étaient un petit peu vieillissants et lents, en fait. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est très bien. Ouais. Très clair, voilà. Merci beaucoup. Sophie, merci. Malika, merci. Thierry, merci. Donc on avait promis qu'on terminait plus tôt parce que c'est le week-end, donc on termine plus tôt. Mais on ne peut pas partir en week-end la gorge sèche, je ne sais pas. Et donc comme toujours, à la sortie, pour ceux qui veulent discuter 5 minutes, 10 minutes, prendre un petit verre, un soft drink ou un drink, on ne peut pas. Il y a ce qu'il faut. Merci beaucoup. Donc le 2 juillet, nous nous retrouvons pour parler lutte anti-blanchiment, système de contrôle, sanctions, etc. Et obligations qui commencent à point pour les trésoriers dans le domaine. Merci.